bonsoir à tous. À la une de ce journal, des promesses non tenues du chef de l'État. Ils sont nombreux des jeunes désabusés qui cultivent la terre sans récolter de leur verre. Pourtant, Paul Biya les avait invités à être des entrepreneurs agricoles plus d'un an après l'annonce de ce fameux plan spécial jeunes. Moins de 10% des financements sont en cours de déblocage. Les promesses présidentielles se noient dans les méandres des conflits de compétences et lourdeurs administratives. À suivre dans ce journal une série de reportages, d'enquêtes, de témoignages et d'analyses qui dévoilent les dysfonctionnements criards des politiques publiques et le calvaire des jeunes entrepreneurs agricoles dans le département du Mungo. Également sur le front de guerre contre le terrorisme, les exactions de Boko Haram sont loin d'être le seul danger qui plane sur la vie des populations. Une grave pénurie d'eau sévit dans plusieurs départements de l'extrême nord, confrontés à la sécheresse et au manque d'adduction en eau potable. Les populations, vous le verrez, elles sont contraintes de parcourir des dizaines de kilomètres pour se disputer quelques points d'eau avec des animaux. Et l'ordre des médecins du Cameroun qui condamne l'attaque d'un convoi militaire médicalisé dans le sud-ouest. Quels sont les enjeux humanitaires qui se dessinent sur cet autre front de guerre contre les assaillants séparatistes anglophones? L'un des conseillers de l'ordre des médecins du Cameroun est l'invité du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Il y a plus d'un an, le chef de l'État avait invité des jeunes Camerounais à être des entrepreneurs agricoles. Il faisait savoir que la terre ne mange à main et pourtant la réalité est tout autre. Vous allez le voir dans ce grand reportage réalisé dans le département du Mungo, là où des jeunes désabusés cultivent la terre sans récolter de leur verre. Les promesses de financement et d'accompagnement technique sont quasi inexistants. Du coup, ils sont nombreux ces jeunes qui cèdent de plus en plus au découragement et qui critiquent les pouvoirs publics. C'est un grand reportage signé Jacques Molland et Éric Martial Ndiomo. Ils sont nombreux les projets mis en place par le gouvernement pour accompagner les jeunes dans l'auto-emploi. Parmi les secteurs présentés par les gouvernements comme socle de développement figure en bonne place l'agriculture. On les compte tout aussi en nombre, ces jeunes qui ont placé d'énormes espoirs dans les opportunités que leur offrent les plateformes d'accompagnement et de financement initiées par le gouvernement. Pagère U, Piazzi, PA Jeunes ou encore Plan Triennal des Jeunes, les offres sont nombreuses. Seulement, beaucoup d'entre ces jeunes ont rapidement déchanté. Entre arnaques, détournements, abus de confiance, les responsables de ces programmes à divers niveaux ont désillusionné la plupart d'entre eux. Théodocien est cacao-culteur. La trentaine sonnée, il se décourage au fil des saisons au regard des investissements colossaux et des pertes énormes à enregistrer. Vraiment, la volonté de faire l'agriculture, c'est le moyen qui nous manque. Tout ce qu'on nous montre à la télé, tout ce qu'on dit qu'on a donné, on a subventionné, ce n'est jamais arrivé à notre niveau ici. Mais je souffre. Hein? Les prix des produits sont chers. Tous les jours, la télé, on a subventionné, on a créé. Nous, on n'a jamais vu ça. Pour Cyril, les difficultés et les obstacles sont nombreux. Comme Cyril, plusieurs jeunes des départements du Nkam et du Mungo font face aux mêmes difficultés. Merlin Keyamon est producteur d'ananas dans le Mungo. Depuis 3 ans, le gouvernement encourage, plus précisément le président de la République encourage les jeunes à faire dans l'agriculture. Nous nous sommes dit, à partir du moment où le président de la République lui-même avait pris des initiatives, ça supposait qu'un certain nombre d'actions devaient être posées sur le terrain. Mais malgré ça, jusqu'aujourd'hui, nous les jeunes qui nous sommes virés dans le secteur agricole, on n'a jamais ni de financement, ni d'appui. Le gouvernement ne nous encourage pas dans le domaine de formation, dans le domaine de financement. Et nous, les jeunes qui avions pris les initiatives en prêtant de l'argent dans des réunions, nous sommes butés. La plupart des fois, même le prix sur le marché n'est pas bon. Mais ce qui nous terrifie le plus souvent, c'est beaucoup plus le problème des engrais. La question du financement est donc centrale. L'ananas a
14 mois de l'implantation des plants au sol jusqu'à sa coupure. Et ça a également 7 mois de travail intense. Vous comprenez à moi que si vous êtes allé dans une réunion prêter de l'argent, vous serez buté à la date. Parce que à la date, à la production, vous ne serez jamais prêt pour pouvoir rembourser cet argent parce que le délai serait passé depuis. Vous convenez avec moi que la difficulté première donc, que nous rencontrons, c'est le coût des intrants, puisqu'il faut traiter de manière intense pour 7 mois. Le gouvernement nous parle des programmes tels que le PAGEU, le PIACI, mais nous qui sommes dans l'arrière-pays, on ne sait même pas de quoi il est question parce que non seulement on n'avait jamais été soutenu, on n'avait jamais été encouragé. Nous nous disons peut-être ces fonds-là qui sont alloués à l'agriculture, tels que le président de la République dit, calent plutôt dans les bureaux et rien ne se concrétise sur le terrain. Tu manges comme ça, là, comme ça. À Penja, Dominique Kombou et Ferdinand Kom ont choisi de faire dans la culture des papayes dites solo et du poivre blanc. L'État a parlé du financement triennal jeune, mais sur le terrain nous ne recevons rien et nous sommes bloqués. La conséquence c'est que vous-même vous trouvez les pourritures et la mauvaise croissance des plants. Et cela ne nous encourage vraiment pas à continuer. Nous ne savons pas ce qu'il faut faire, mais nous exhortons l'État à pouvoir subventionner les intrants agricoles. Là, cela permettrait que tous les jeunes qui veulent bien se lancer à l'agriculture, qu'ils puissent en bénéficier davantage, que de centrer ça au niveau des ministères pour la distribution, parce que ça n'arrive jamais à notre niveau. Après la formation en culture d'ananas, j'ai été sélectionné dans le programme PAE Jeune, programme triennal du chef de l'État. Et après, le programme n'a plus abouti. On nous a dit, notre encadreur, il a déserté avec les fonds qui étaient soumis à pour financer notre projet, quoi. Olivier Ondafé, fraîchement sorti d'une structure de formation en agriculture, est amer au regard de la politique agricole des pouvoirs publics orientée vers les jeunes. Sur la question de l'agriculture pour les jeunes, c'est un programme porteur, je peux même dire très porteur. Mais quelque part ils sont bloqués, ils sont lourdement bloqués, ils ont en face d'un mur immense qu'ils ne peuvent pas traverser. Le mur, on peut évoquer plusieurs aspects. Il y a par exemple le manque de financement, qui est un problème majeur. Tous ces jeunes sont unanimes sur le fait que malgré leurs efforts pour assurer les productions, rien n'est fait pour les accompagner. Pas de route pour écouler les produits des champs et plus encore, pas d'usine pour transformer ces produits. Actuellement où je vous parle, nous sommes en janvier 2018, il y a abondance sur le marché. Pourquoi il y a abondance sur le marché? Parce que les produits sont périssables. Nous ne transformons pas les produits que nous cultivons. Si aujourd'hui on avait la possibilité de transformer la production de cette journée, si on avait la possibilité de transformer la production de cette journée, le plantain qui a été produit aujourd'hui, vous verrez que demain, les agriculteurs se lèveront du labeur de bonne heure pour aller récolter à nouveau. Pourquoi pas? Je pouvais produire 2 régimes de plantain et je l'avais livré à une entreprise qui allait le transformer. Cette entreprise allait recruter 5 personnes. Moi, à mon niveau, je recrute 5 personnes. Cette entreprise recrute 5 personnes. Cette entreprise va aller livrer ces produits transformés à Saint-Débrouillard de la rue. Tout ce que l'État peut faire pour nous aider à diminuer le prix des produits et augmenter le prix du cacao sur le marché et aménager les routes pour nous permettre d'évacuer nos produits. Face à tout ceci, ils envisagent tous de sortir du secteur agricole pour certains, grossir les rangs des conducteurs de mototaxi et pour d'autres, embrasser purement et simplement le chômage en scrutant d'autres horizons plus prometteurs. Nous avons des gens qui ont emprunté dans des tontines, des microfinances et aujourd'hui se retrouvent face à des difficultés à rembourser les prêts. Et une question qui taraude l'esprit des jeunes Camerounais, où en est-on avec ce fameux plan triennal spécial jeunes annoncé en 2016? Moins de 10% des financements sont en cours de déblocage en janvier 2017. Pourtant, des jeunes entrepreneurs, bras du noir, incapables de développer leurs innovations et de concrétiser leurs projets socio-économiques sans un appui financier de l'État. La promesse présidentielle qui tarde à produire les résultats escomptés sur le terrain
C'est un reportage d'Élisée Borba et Ike Cyril. Un an seulement après son lancement, le plan triennal spécial jeune enregistre ses premiers soubresauts. Il n'y a pas un guichet de financement unique qui est par exemple le Fonds national d'insertion jeune. Nous référençons également vers les autres programmes sectoriels du MINADER, du MINEPIA et autres. Alors l'une des difficultés, c'est parfois le fonctionnement de la plateforme pour être au courant des opportunités qui sont au MINADER, des opportunités qui sont au MINEPIA, des opportunités qui sont au MINMID ou au FNE. Donc le travail actuel que nous faisons sur le terrain, c'est la mise en place fonctionnelle de la plateforme de tous ceux qui ont des opportunités pour les jeunes. Un conflit de compétences qui plombe l'insertion des jeunes dans la vie socio-économique. Au cours d'une réunion d'évaluation à Yaoundé, un manuel de procédure a été remis aux différents maillons de la chaîne. D'après le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, l'application stricte du manuel permettra d'éviter des chevauchements. Ce manuel de procédure décrit le mécanisme de mise à disposition des fonds aux jeunes bénéficiaires. Alors, il est question pour les différents intervenants, que ce soit les jeunes, que ce soit les partenaires financiers, que ce soit les services déconcentrés du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Chacun a sa partition à jouer et chacun doit rester dans son rôle, dans le cadre, n'est-ce pas, de ses compétences. Mais il y a un autre frein à la réalisation du plan triennal spécial jeune. La formation reçue par certains jeunes ne correspond pas aux emplois que ces derniers sollicitent. Nous avons constaté une inadéquation entre les filières que les jeunes ont eues dans les universités ou d'autres formations et ce que demandent les entreprises. Il y a donc tout un recadrage à faire entre ce que les jeunes ont eu comme formation et ce que demandent les entreprises. Le plan triennal spécial jeune est donc confronté à plusieurs défis. Au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, l'on promet de parfaire le système afin de mieux assurer l'accompagnement et le financement des projets montés par et pour les jeunes. Et suivi les premiers couacs de ce plan triennal spécial jeune dont l'insertion socio-économique des jeunes et le financement de leurs projets sont plombés par ces conflits de compétences et lourdeurs administratives. Qu'en est-il du niveau de déblocage des financements destinés à accompagner les jeunes et à financer leurs différents projets? Élément de réponse dans ce reportage d'Élisée Borba et Ike Cyril. Et lancé officiellement par le Premier ministre, chef du gouvernement, le 11 janvier 2017, le plan triennal spécial jeune subit une première évaluation à Yaoundé. Pour ce qui concerne le FONIJ, il a reçu plus de 4000 projets référencés par l'Observatoire national de la jeunesse et sur les 4000 projets, 3835 projets de jeunes ont été prévalidés. Alors, il y a eu première cuvée de 2150 projets de jeunes qui ont été validés. Il y a une deuxième cuvée de 847 projets de jeunes dont les dossiers sont en cours d'examen. Il y a également au niveau du Fonds national d'insertion des jeunes, au niveau du FONIJ, 838 projets de jeunes qui sont en cours de finalisation. Doté d'une enveloppe de 102 milliards de francs CFA, le plan triennal spécial jeune a retenu jusqu'ici des projets de financement d'environ 7 à 8 milliards de francs CFA seulement. Preuve que beaucoup d'argent reste encore dans la cagnotte. Les 2150 projets de jeunes ont été validés pour un montant de financement global de 3 milliards 317 millions de francs CFA. Les 847 ont été validés pour un montant global de 3 milliards 517 millions de francs CFA. Il faut aussi se rappeler que lors du lancement du plan triennal spécial jeune en janvier 2017, 38 projets de jeunes en junior entreprise ont été validés et ont reçu les financements élevés à 380 millions de francs CFA. Donc, tout ceci rentre, n'est-ce pas, dans la comptabilité du plan triennal spécial jeune. Un tableau signalétique
montre la répartition des projets des jeunes financés par région et par sexe sur le plan national, ainsi que le nombre d'emplois directs créés grâce au plan triennal spécial jeunes. Poumon économique du Cameroun, la région du littoral n'arrive qu'en 5e position, derrière l'Adamawa, le centre, l'est et l'extrême nord. Au niveau du littoral, nous avons deux grandes zones. Nous avons la zone urbaine de Douala qui est à 70% et tout le reste du littoral que je peux appeler rural qui est à près de 35 à 40%. Nous sommes à 23 000 jeunes qui ont été déjà inscrits et au niveau des comités de crédit, nous avions eu déjà près de 500 qui étaient éligibles au comité de crédit. Certains sont déjà opérationnels. À ce jour, nous en avions 22 dans le tout premier comité de crédit. Faisant le point sur l'accompagnement et le financement des jeunes inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse dans le cadre du plan triennal spécial jeunes, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a fixé le cap pour 2018. Il est question d'intéresser le plus grand nombre de jeunes et les inciter à déposer leurs projets afin de bénéficier des financements. Sur le front de guerre contre le terrorisme, les exactions de Boko Haram sont loin d'être le seul danger qui plane sur la vie des populations. Je vous le disais en titre, une grave pénurie d'eau sévit dans plusieurs départements de l'extrême nord. Les populations confrontées à une sécheresse et un manque d'adduction en eau potable doivent parcourir des dizaines de kilomètres à la recherche de quelques rares points d'eau. Ils doivent disputer ces points d'eau avec des animaux au risque d'être confrontés à des maladies hydriques. Reportage Amadou Daïrou et Julingue Nyondé. C'est à cet exercice que se livrent au quotidien les populations du département du Mayo-Tanaga dans la région de l'extrême nord Cameroun. Plusieurs chefs de famille, accompagnés de leurs épouses, enfants et même animaux de compagnie, tous munis de bidons et autres récipients, parcourent plusieurs kilomètres à pied sous un soleil ardent à la recherche de l'eau potable. Le précieux liquide se fait rare dans cette localité, en proie à une insécurité galopante. Nous vivons ici avec un désarroi dans l'esprit. Nous passons même des nuits blanches. Des fois, nous luttons même en brousse avec les serpents. De peur qu'on vienne nous surprendre en dormir. Ils tuent tout dans leur passage. Ils nous pillent sans être inquiétés. Et le prophète a dit que vraiment, ne dormez pas et surtout les informations, ne cachez pas. Conscient des difficiles conditions de vie des populations, le préfet du département du Mayo-Tanaga a organisé une réunion avec les autorités locales. Objectif, évaluer la situation et prendre des mesures qui s'imposent. Une rencontre saluée par les populations riveraines. Il est venu nous dire, premièrement, lutte contre le banditisme dans l'arrondissement. Deuxièmement, interdire les jeunes à consommer le camel qui gâte nos enfants maintenant là. Troisièmement, il nous est promis la ligne de Mokolo Roua Snec l'eau sera opérationnelle dans les jours J. La région de l'extrême nord, fortement militarisée, continue de subir les exactions de la secte terroriste Boko Haram. Le manque d'eau potable et de réserves de nourriture engendre de nombreux déplacements et des risques importants des maladies hydriques. Sur un autre front, celui dans la région du sud-ouest, une accalmie règne dans la localité de Bongé qui a essuyé des attaques il y a quelques jours. Les autorités rassurent que ces jours sont plutôt paisibles. Les forces de sécurité veillent au grain. Cependant, les populations restent cachées dans la forêt. Elles sont gagnées par la psychose et la peur de retourner dans leurs localités respectives. C'est le constat que fait Gladys Sidier avec le bureau de nos correspondants dans la région du sud-ouest. Reportage. Rues désertes, espaces marchands vides, maisons et établissements scolaires réduits en cendres, des localités dans la région du sud-ouest ont des allures de villes fantômes. C'est le cas
à Bangui. Les tensions se sont pourtant apaisées ces derniers jours. L'assurance est ici donnée par le sous-préfet de Bangui. Tension is over today. I'm surprised when to talk about tension today. Military calm in our area. Force of law. Les forces de l'ordre sont là pour assurer la sécurité des populations. Tout est calme aujourd'hui. Mais nous avons une seule crainte, parce que l'école n'a pas repris. But today we have one worry. The worry is that school don't resume. Nous essayons de trouver une solution à cela. J'invite parents, enfants, autorités religieuses. Chacun doit faire le travail à son niveau pour rassurer les uns et les autres que le calme est revenu à Bangui. Le sous-préfet reconnaît tout de même que dans d'autres localités, les populations prises de panique ont dû abandonner leurs maisons parce que persécutées par des assaillants. Some of people try to embarrass our inhabitants. They go there to aggress them to, let's say, assign. Go there to aggress them and ask them to collect money for them. Des assaillants agressent et collectent de l'argent auprès des populations de la localité de Kwakwa. J'appelle à la vigilance de tous. Il faut les dénoncer et ne pas leur donner ce qu'ils demandent, parce que c'est avec cet argent qu'ils achètent les armes ainsi que les munitions. Take this money, buy gun and bullets to destabilize our peace. Après l'enterrement de leur chef, les habitants de la localité de Kwakwa ont trouvé refuge en brousse parce que leurs maisons ont été incendiées par des individus non identifiés. Ceux qui reviennent de temps à autre sont sur leur garde. Saturday, we bury our chief. So we know we entry the happen. On Sunday morning, around 1 o'clock, shooting, we just shoot from component. So everybody be run enter bush. Most of us today inside bush, no side of figure now. La psychose hante les habitants de plusieurs localités de la région du sud-ouest. Ils disent être persécutés par des individus armés qui pillent et brûlent leurs maisons. Face à cela, une seule option s'offre à eux. Trouver refuge en forêt ou alors au niveau des frontières. C'est sur ce front de guerre contre des assaillants séparatistes non identifiés qu'un convoi militaire médicalisé a été attaqué. L'Ordre des médecins du Cameroun a condamné ces attaques contre un convoi médicalisé visant à apporter de l'assistance médicale aux personnes qui ont été victimes des affrontements entre assaillants et les forces armées camerounaises. Nous en parlerons de ces enjeux humanitaires médicalisés sur un front de guerre dans la deuxième partie de ce journal. Parlons à présent de cette couronne de Miss Cameroun qui est au centre d'une bataille judiciaire. La présidente du Comica, le président du jury de cette compétition sont les principales personnalités qui sont assignées devant la justice pour s'expliquer des accusations de tricherie et de fraude ayant entaché la finale de l'élection Miss Cameroun 2018. La plaignante, une candidate finaliste, exige l'annulation de cette compétition, mais jusqu'ici, rien n'a été décidé sur le sort réservé à Miss Cameroun 2018. Des explications avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. Qu'ils soient partie prenante de l'affaire ou non, les avocats sont formels. Rien n'autorise, au stade actuel des procédures, de soutenir la thèse de la suspension ou de l'annulation de l'élection Miss Cameroun 2018. À l'état actuel des procédures, on ne saurait dire que les élections Miss Cameroun 2018 sont annulées ou suspendues. Pour la simple raison que vous aviez à votre possession une ordonnance du juge des référés du tribunal de premier instance des Yaoundé centre administratif qui autorise la requérante, en tout cas celle qui se plaint aujourd'hui, à assigner devant lui le comité ou bien la commission d'organisation de ces élections. Il faut en réalité attendre l'issue de cette procédure. La première, c'est celle qui va passer aujourd'hui à 16 h devant le juge des référés. Il s'agit d'une assignation à suspension de ces élections. Et la deuxième, l'assignation devant le tribunal de grande instance de Fundi en annulation de ces élections-là.
et l'avocat d'aller plus loin dans les explications pour établir le distinguo entre l'assignation du comité d'organisation de Miss Cameroun devant le juge de référé et la plainte pour annulation de l'élection querellée qui est pendante devant le tribunal de grande instance du Fundi. D'ailleurs, il s'agit du référé de la heure. C'est-à-dire qu'une procédure qui va passer en extrême urgence. Donc, celle-là, elle est prioritaire. C'est la première procédure qui sera examinée. Celle-ci, c'est une procédure conservatoire, je veux dire celle de la suspension. Attendant la procédure définitive qui va porter sur le fond de la contestation, celle en annulation des dites élections. Et l'homme de droit de conclure que les deux procédures ne sont aucunement liées. Il s'agit ici, pour le juge des référés, de se prononcer, d'ordonner ou pas la suspension de ces élections en attendant la procédure du tribunal de grande instance qui va porter sur l'annulation. Il s'agit de deux procédures autonomes. Indépendamment de la décision du juge de référé du tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, la première audience de la désormais affaire Miss Cameroun 2018 est prévue le 8 février prochain à 7h30 au tribunal de grande instance du Fundi. Elle porte sur l'annulation de l'élection de Seke Aimé Caroline pour fraude et tricherie lors de la finale du 30 décembre 2017. Telles sont en tout cas les raisons évoquées par la plaignante Biloa Kounou Caroline, candidate malheureuse à ce concours annuel de beauté qui fait tant jaser. Une affaire à suivre. Et la procédure relative à la suspension de Miss Cameroun 2018 est renvoyée au 30 janvier prochain à 14 h. Ainsi, on a décidé, le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, à l'issue de la première audience ce jeudi. La seconde, donc, sera consacrée aux observations du Comica sur les accusations formulées à son encontre dans le cadre de cette procédure. C'est toujours l'impasse dans la recherche des solutions au stationnement des camions transporteurs routiers dans la capitale économique du Cameroun. Le choix, la sélection d'un espace situé à Yassa n'a pas convaincu les transporteurs routiers. Ils exigent au préalable la viabilisation de ce site. Les autorités font la sourde oreille et rien n'a avancé à ce sujet. Des précisions avec Donald Brice Kamgan et François Dikoumé dans ce reportage. Voici le site de 3 hectares du quartier Yassa que la communauté urbaine de Douala propose aux camionneurs pour parking. Après le tour du propriétaire en compagnie du préfet du Vouri, les transporteurs constatent comme l'autorité administrative que la parcelle est à aplatir et à délimiter. Le préfet en donne l'instruction à l'autorité compétente. La communauté urbaine de Douala a été interpellée. Aucune solution ou des solutions identiques soient envisagées de ce côté est, tout comme du côté ouest de la ville de Douala, s'agissant des camions qui opèrent en direction des régions du sud-ouest, de l'ouest, du nord-ouest et même au-delà. Deuxième problème, les centaines de camions en provenance à la fois de la sous-région Semak et des 9 autres régions du Cameroun, n'ayant pas de base à Douala, vont-ils y trouver de l'espace? Il y avait une gare routière qui était dédiée qu'on l'appelait Semak, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, si cette gare routière, si la présente gare routière sera aménagée, elle peut contenir tout le monde. Tant mieux, mais en l'état actuel des choses, vous constatez ce que vous constatez, c'est comme tous nous constatons. Autre paire de manches, les camionneurs en provenance de la pénétrante ouest de Douala, qui doivent traverser toute la ville pour stationner. Trop coûteux en temps et en argent, réagissent les syndicats. À Bépanda, les camionneurs sont sommés de partir. Des interrogations cependant sur le délai de viabilisation du nouveau site proposé à Yassa. Nous attendons qu'il le fasse, mais après combien de temps il le fera, c'est bien la question. Et ce n'est pas tout. Vous imaginez, de ce côté-ci, on parlait de l'entrée et de la pénétrance est. Mais la pénétrance ouest, on fait comment? Sur la piste de solution de Yassa, qui est un domaine public, l'autre embûche, ce sont ces nombreuses familles qui s'y sont construites, avec autorisation, disent certaines, illégalement, répond l'autorité administrative qui ordonne leur déguerpissement. Entre ce volet social en jeu et les impératifs d'embellissement de Douala en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations, il y a la pression du temps. 2019 arrive. Tic-tac, tic. L'Ordre des médecins du Cameroun condamne la récente attaque perpétrée contre
un convoi médicalisé dans le sud-ouest destiné à apporter une assistance médicale aux victimes de ces affres de la guerre entre assaillants séparatistes et forces armées camerounaises. Quelles sont les difficultés que rencontrent des médecins camerounais sur le théâtre de cette guerre, aussi bien dans le sud-ouest, à l'extrême nord, qu'à l'est du pays? Le docteur Jean-Marc Ngale Mbonjo, chirurgien, doyen des conseillers de l'Ordre des médecins du Cameroun, l'a invité du 20h. Mais avant, ce public reportage sur ces opérateurs de grande distribution qui souhaitent un meilleur accompagnement des pouvoirs publics en vue de l'expansion de leur activité et la création de plus d'emplois. C'est en tout cas le vœu que formule le président directeur général des supermarchés d'œuvres, Philippe Tagné-Noumbissi, s'exprimait ainsi lors des vœux adressés au ministre du Commerce. Reportage. Poignée de main chaleureuse et échange franc et sincère entre le ministre du Commerce, Luc Magua Bagatangana, et le président directeur général de DOF Distribution, Philippe Tagné-Noumbissi. L'un porte la voix du gouvernement et l'autre celle du groupement des exploitants de la grande distribution au Cameroun. L'année 2017 qui vient de s'achever présente un bilan relativement positif dans nos secteurs d'activité. Nous avons connu l'implantation en 2017 de nouvelles enseignes et l'ouverture de nouveaux points de vente à travers le territoire national. De nouveaux emplois ont été ainsi créés au cours de l'année 2017. Nous entendons maintenir et même améliorer le cadre. Naturellement, avec votre appui comme d'habitude. Le traditionnel échange des vœux donne l'occasion de mesurer le chemin parcouru en 2017 pour apprécier le combat mené contre la vie chère et le chômage des jeunes. C'est l'occasion de vous remercier de tous vos efforts consentis en 2017 pour la saine concurrence sur le marché camerounais, la minimalisation du taux d'inflation, l'accessibilité des produits de grande consommation dont certains étaient devenus l'objet de fortes spéculations. La promotion des produits du cru dans nos surfaces. Aujourd'hui, vous aurez le poème de Johnson, le piment, le plantain de Major, dans toutes les grandes surfaces du Cameroun. Tout ceci est en partie et en grande partie dû à tous les efforts que fait le ministre du Commerce à travers toutes les campagnes qu'il mène au quotidien. Les exploitants de la grande distribution saluent à leur juste valeur les efforts consentis par les pouvoirs publics pour améliorer les indices de leur activité. Nous ne pouvons passer sous silence vos différentes descentes sur le terrain. Lors de cette descente, nous avons aussi bénéficié de vos conseils hautement bénéfiques et consolidé notre adhésion à la politique gouvernementale dans notre secteur d'activité. Nous sommes ainsi encouragés à travailler davantage pour notre économie et la création des emplois pour nos jeunes. Mais comme qui dit merci, demande plus. Philippe Tagné-Noumbissi, au nom de ses pairs, sollicite, à défaut d'une subvention, que des facilités fiscales leur soient accordées afin de développer efficacement leur activité commerciale et offrir davantage de l'emploi aux jeunes. Nous estimons légitimement que nous avons droit aux mêmes facilités qui sont accordées à ces groupes internationaux qui arrivent chez nous. Nous souhaitons avoir des mêmes marges de manœuvre. Nous vous prions d'être notre porte-parole auprès du ministère des Finances afin de rendre moins complexes les procédures douanières. Nous vous prions d'être notre porte-parole auprès du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation afin de mettre fin au harcèlement injustifié des collectivités territoriales décentralisées. Nous vous prions de nous alléger la tâche en ce qui concerne les contrôles. Comment comprendre qu'à ce jour nous subissons encore et toujours des contrôles intempestifs et injustifiés? Des préoccupations dont le ministre du Commerce prend bonne note et s'engage à les résoudre dans la mesure du possible et en bonne intelligence avec les autres administrations. Aujourd'hui, tout le monde va d'accord sur ces couches. Et toujours dans ce chapitre économie, précisons que le ministre de l'économie, de l'aménagement et la planification du territoire, Lupaul Motazé, dans le département du Mungo, pour évaluer la mise en œuvre des filières agro-industrielles dans cette partie du pays. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal.
je reçois sur ce plateau le doyen des conseillers à l'ordre des médecins du Cameroun, Dr Jean-Marc Ngale Mbonjo. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Nouvelet et bonsoir à tous vos téléspectateurs. On a suivi l'ordre des médecins choqués après cette attaque perpétrée contre un convoi médicalisé dans la région du Sud-Ouest. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Quelles sont les nouvelles qui vous sont parvenues concernant cette attaque? Alors c'est avec consternation que l'ordre des médecins, qui représente plus de 8000 médecins camerounais sur toute l'étendue du territoire et ailleurs, c'est avec consternation que nous avons appris cette nouvelle qui, Dieu merci, aurait pu conduire au décès de notre confrère, le docteur Abenbozo. Je suis mandaté par le bureau du conseil à travers son président, le docteur Guy Sandjon, pour exprimer notre consternation et notre indignation, et pour en même temps donner aussi quelques conseils. Le premier conseil va à nos confrères qui exercent dans les corps habillés et qui sont dans les zones à risque en ce moment. L'ordre des médecins est avec eux, l'ordre des médecins les soutient dans leur admirable travail et nous les encourageons à rester à leur poste, à ne pas se décourager, à continuer de travailler selon le serment que nous avons tous prêté. Mais face à l'insécurité plus ou moins grandissante dans cette région du Sud-Ouest, mais aussi sur d'autres fronts de guerre au Cameroun, est-ce que des médecins doivent être des cibles sur ces théâtres d'affrontement entre assaillants et forces armées camerounaises? Alors ça, c'est la deuxième partie que je voulais aborder sous forme de conseil, parce que je dois déjà dire que dans notre serment, nous nous engageons à travailler en temps de paix comme en temps de guerre. Il n'y a rien qui explique qu'un médecin déserte son poste, quel que soit le risque qu'il encourt lui-même. Il va de soi donc que la société aussi a pris quelques dispositions. Le droit humanitaire, je pense que c'est depuis certains traités de la Convention de Vienne, qui protège donc le corps médical, toute l'équipe médicale, lors ou aux endroits où il y aurait des conflits, ou des troubles civils, ou des troubles militaires. Et ces traités expliquent bien que on ne peut pas délibérément tirer sur une ambulance. D'autant plus que le président de l'ordre s'est approché de l'hôpital militaire et pendant 1 heure ce matin, nous avons échangé avec nos confrères qui ont été impliqués dans cette malheureuse affaire. L'ambulance, si vous la voyez, elle est criblée de balles. Et c'est une ambulance facilement identifiable. On ne peut pas se tromper. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été fait, d'autant plus que les choses ne sont pas passées d'une seule fois. Apparemment, il y a eu une première attaque au centre de santé, il y a eu des blessés. Le médecin et son équipe ramassent quelques blessés, à peu près 6, on les met dans la voiture, dans l'ambulance, et c'est plus loin encore que la même ambulance est attaquée. Vous avez parlé tantôt d'un convoi militaire médicalisé. Non, il s'agit d'ambulance, tout simplement. Les médecins, les infirmiers ne sont pas armés. Moi, j'ai fait la préparation militaire supérieure, et le médecin colonel n'a que son arme de poing. Il ne peut pas tirer sur quelqu'un. Il n'est pas là pour tirer. Et il n'est pas là pour choisir les blessés qu'il va soigner. Dans l'ambulance, il y avait des militaires, il y avait des civils aussi, blessés, et qu'on ramenait à Kumba pour
un plateau technique meilleur. Alors, si des assaillants ont délibérément choisi de canarder, comme on dit, c'est le mot que le colonel a utilisé, à canarder une ambulance, c'est parce qu'ils voulaient tuer. Alors ils voulaient tuer qui? Le médecin? Ils voulaient tuer la médecine? Est-ce que ça met en péril justement la vie de ces médecins engagés sur le plan humanitaire dans ces zones de conflit où il y a une crise très importante humanitaire avec ces réfugiés et déplacés camerounais? Je peux vous dire que lorsque j'ai regardé le travail, parce que cette mission médicale était là-bas depuis une semaine à peu près, et le travail qu'ils avaient déjà effectué est admirable. Réhabiliter des centres de santé, créer des centres de santé, dont un qui a été créé, équipé, a été totalement brûlé dans les 24 heures qui ont suivi. Donc il me semble que le médecin ayant fait, c'est mon avis personnel, ceci n'engage pas l'ordre des médecins, mais il me semble que le médecin et son équipe étaient en train de faire du bon travail, et on voit bien que les populations adhéraient à ce travail que la médecine militaire était en train de faire dans cette partie-là. Et je pense que c'est cette idée-là que les assaillants ont voulu tuer. Justement, docteur Jean-Marc Ngalen, bonjour. Ce n'est pas la première fois que des médecins sont ainsi des cibles dans des zones de conflit au Cameroun. Vous aussi, vous avez une expérience particulière par rapport à ce type d'intervention des médecins en zone de conflit. Et je crois que ça a été l'un des critères pourquoi est-ce que c'est moi qui ai été choisi. Il me souvient que pendant la période dite des villes mortes ici à Douala, nous avons été agressés dans une ambulance. Ce fameux jeudi noir où le président de la République déclarait à l'Assemblée que la conférence nationale était sans objet. Douala s'est enflammé et nous étions dans une ambulance. On traversait sur Bonabéry, on a été agressé, on a failli être brûlé. C'est un des assaillants qui, ayant reconnu quelqu'un dans l'ambulance, a dit non, 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 il y a mon frère là-dedans. Et c'est comme ça que nous avons été sauvés. Alors, à cette occasion-là, nous étions encore intervenus auprès. À l'époque, il n'y avait pas encore toutes les radios et toutes les télés, comme aujourd'hui, il n'y avait que la CRTV. Et un journal de 17 heures, effectivement, nous nous sommes adressés. Il me souvient que j'avais cité ceux que je pensais être les leaders de ce mouvement et qui pouvaient les influencer. Un avocat qui était à ce moment-là bâtonnier, comme Maître Yondo Black, en lui rappelant simplement que nous, le corps médical, nous avons le droit d'être protégés, aussi bien par la force publique que par les assaillants. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'éducation justement sur ces enjeux humanitaires en zone de conflit et bien sûr dans d'autres situations périlleuses? Alors les conseils, on peut toujours les donner. Je crois qu'il y a d'abord un problème d'instruction. Parce que le conseil n'est pas tiré sur une ambulance. En langage populaire, on dit qu'on ne tire pas sur un corbillard. Mais le corbillard, lui, son problème est déjà réglé. Mais l'ambulance, c'est celle-là qui va vous sauver. Alors, avant même de pouvoir faire un cours sur le droit humanitaire et consort, c'est la simple logique. Vous allez attaquer des militaires. Vous les blessez, ils vous blessent. Il y a 2 blessés. Moi, quand j'arrive, je ne choisis pas. Et quand le docteur Abeng arrive, il ne choisit pas. Il traite tout le monde. Et à côté des militaires blessés, il y avait des assaillants blessés aussi. Alors, il me semble que dans l'un ou dans l'autre camp, cette équipe-là mérite protection. Justement, quittons ce front de guerre pour se retrouver sur un autre front tout aussi important, celui de la santé des Camerounais. Vous avez suivi le chef de l'État le 31 décembre 2017 qui avait annoncé que des réflexions vont se poursuivre pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle. C'était l'une des revendications de certains médecins camerounais au courant de l'année 2017.
quelle est votre analyse et votre regard sur les enjeux de la mise en œuvre d'une couverture santé universelle au Cameroun? Alors ça a été l'un des points forts de l'Assemblée générale ordinaire de l'Ordre des médecins qui a eu lieu en décembre dernier. Nous avons échangé aussi bien avec le ministre de la Santé en personne que ces directeurs qui sont venus exposer à l'Assemblée générale des médecins les enjeux d'une couverture sanitaire universelle. Il faut déjà comprendre le concept. Vous êtes 100 dans un village, vous n'avez pas les mêmes revenus, mais on demande à chacun de verser un peu d'argent qui rentre dans une cagnotte. Quand on sait que 10 à 20% des gens de ces 100 personnes, ces 10 à 20% vont tomber malades, ils seront donc soutenus par tout le reste. C'est ça un principe d'échange. Maintenant, ça c'est sur le plan conceptuel. Je ne suis pas très fort de ce côté-là. Mais en tant que médecin hospitalier, mais quel bonheur de pouvoir poser l'indication d'une opération lourde dont je sais que quelqu'un va payer les frais. Et ça, c'est un confort intellectuel énorme pour nous, les médecins, parce que vous ne pouvez pas imaginer la détresse d'un médecin qui sait qu'il peut sauver quelqu'un, mais cette personne n'a pas les moyens et le médecin n'a pas le matériel, il faut aller l'acheter. Il me semble qu'avec une couverture comme celle-là, la médecine ne sera pas gratuite. Mais en Afrique subsaharienne, on a le sentiment qu'il y a des difficultés de mettre en œuvre ce type de politique de santé universelle, contrairement aux pays européens. Qu'est-ce qui explique ces dysfonctionnements, ces difficultés de mettre en œuvre, d'élargir une sécurité sociale à l'ensemble, une grande partie des populations afin de réduire les coûts des soins médicaux? Alors, une sécurité sociale ouvre droit à des cotisations individuelles. C'est-à-dire, vous devez avoir des revenus, et de ces revenus, vous devez verser une quote-part dans la cagnotte commune pour vous prendre en charge éventuellement, vous ou votre voisin, quand vous serez malade. Il s'agit donc en fait d'un pouvoir économique. Le pouvoir économique, ce sont les individus, c'est l'État. Alors, est-ce que nous sommes déjà dans un développement économique nous permettant de prendre en charge quand on sait que les pays développés dont vous parlez, dont certains, comme les États-Unis, sont en train de supprimer l'Obamacare, qui était justement une réponse à la précarité devant les soins de santé. Donc, pour un pays comme le Cameroun, je crois qu'il est important que des études profondes, sérieuses, soient menées et que chacun s'habille de la bonne foi. Vous savez, on a des expériences malheureuses où vous êtes à l'hôpital, quelqu'un vous amène son enfant, il vous dit que c'est son fils, vous opérez son fils, ils ont une appendicite, il s'appelle Ngale, Jean. Quelques mois plus tard, il vous ramène un autre enfant qui s'appelle Ngale Jean, avec une appendicite. C'est vous qui avez opéré le premier. Vous vous demandez si l'appendicite opéré, si l'appendice repousse après. Je voulais juste dire un clin d'œil sur la bonne foi des uns et des autres. Parce que si on y va avec notre esprit camerounais, je ne sais pas si ça tiendra longtemps. Justement, cet esprit camerounais qui est plus tourné vers l'Occident avec cette fuite des cerveaux observés notamment dans la médecine. Le chef de l'État vient de créer une nouvelle 2 facultés de médecine en l'espace d'1 mois, à Tchang également et à Garoua, au moment où il y a un déficit important de spécialistes dans le septentrion, dans le grand nord du Cameroun. Comment vous appréciez cette décision du chef de l'État? Alors, ce n'est pas la multiplication des facultés de médecine qui va résoudre le problème. Nous avons un grave problème d'enseignants au Cameroun. La qualité du médecin. Nous venons d'enterrer notre maître, le professeur Moné Kosso, paix à son âme. Il disait, un médecin mal formé
est pire qu'un bandit. Alors, le chef de l'État, ça part sûrement d'une bonne intention, d'une politique pour donner la chance à tous les Camerounais, quel que soit l'endroit où ils sont, mais il faut que beaucoup d'entre nous, les médecins, nous nous tournions vers l'enseignement, que les gens passent des diplômes, qui présentent l'agrégation, et qu'ils enseignent. Le médecin a deux devoirs, soigner et enseigner. Si beaucoup d'entre nous ne vont pas à l'enseignement, mais qui va encadrer ces jeunes? Mais ces jeunes vont nous soigner lorsque nous ne pourrons plus marcher, ce sont ces jeunes. S'ils sont mal formés, ben, nous serons mal soignés. Et nous disons, nous, à l'ordre des médecins, que le président de la République a pris une décision politique. À nous, les professionnels maintenant, donc ceux qui dirigent l'enseignement supérieur, les facultés de médecine, à nous de prendre nos responsabilités en donnant à ces jeunes une formation de haut niveau. La médecine, ça ne se trafique pas. Justement, l'ordre des médecins qui s'est engagé dans la lutte contre les cliniques clandestines qui pilulent dans les principales villes du Cameroun, un combat qui semble perdu d'avance aux yeux des Camerounais, puisque malgré les alertes lancées par l'ordre des médecins, rien ne change sur le terrain. Que se passe-t-il, Dr Ngale? Je ne sais pas si je pourrais répondre à cette question qui est une question transversale. Je ne sais pas si chez vous, les journalistes, vous n'avez pas ce type de problème. Malheureusement, nous, notre matière, c'est l'humain, c'est l'homme. Si nous ratons quelque chose, ben, on remplit les cimetières. Il est important de ne pas perdre de vue que l'ordre des médecins n'a pas une armée derrière lui, l'ordre. C'est l'État qui se doit d'appuyer l'ordre dans la mise en place d'une politique d'assainissement. Est-ce que nous voulons vraiment assainir l'espace sanitaire camerounais? Bientôt, il va arriver la couverture sanitaire universelle. Le terme n'est peut-être pas très exact, mais ce qui est important, c'est de savoir que si nous arrivons à la rivière avec un panier, nous aurons beau le tremper dans l'eau, il ne puisera pas l'eau. Merci, docteur Jean-Marc Ngale Ngonjo. Je rappelle que vous êtes chirurgien, doyen des conseillers à l'ordre des médecins du Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Juste après cette édition du 20h, l'émission Regard Social, présentée par Eric Fernand Kwamo. Bonne soirée sur cette même antenne. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.